1939. Tandis que le cauchemar hitlérien enveloppe l'Europe entière, la Suisse se préserve, pacifique et même heureuse. Mais 50 ans plus tard, voici qu'un autre cauchemar, moral cette fois-ci, est venu la toucher à son tour. Il porte sur la réalité de son attitude pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce peuple, fier de sa démocratie ininterrompue depuis 2 siècles, fier d'avoir conçu et hébergé la Croix-Rouge et tant d'autres organisations humanitaires après elle, se pense encore aujourd'hui comme le véritable dépositaire de la civilisation européenne, détruite en bonne part par 2 guerres mondiales auxquelles il a su ne pas prendre part. Sa prospérité, sa tolérance en matière nationale autant que religieuse, tous ces traits rares et précieux, seraient le signe d'une sorte d'élection de la Suisse parmi tous les États européens, et oui, pourquoi ne pas le dire, d'une supériorité morale de la plus vieille des républiques de notre continent sur des empires féodaux, vaniteux et conquérants. 50 ans plus tard, l'image s'est sérieusement craquelée, et le beau mythe qui plaisait tout autant à la droite qu'à la gauche suisse s'effondre. La neutralité de la Suisse, longtemps pensée comme intangible, est soudainement mise en doute pour le passé et remise en cause pour l'avenir. À cette occasion, la controverse s'est considérablement élargie. On a peu à peu abordé, après le terrain financier crapuleux proprement dit, où certaines banques semblent s'être particulièrement illustrées, celui de la politique véritable, où aucun délit constitué n'a certes été commis, mais où des actes ont engagé le peuple suisse, parfois sans qu'il n'en sache rien, loin de la stricte neutralité proclamée comme un dogme d'État. Le débat, qui fait rage dans le pays même, est grâce à l'intervention d'historiens, principalement suisses, en passe d'aboutir à une remise en perspective du rôle de l'État helvétique de 1939 à 1945, et par là, plus largement, à une discussion sur la place de la Suisse en Europe. Mais tout d'abord, de quoi accuse-t-on la Suisse ? De complicité en tout genre avec les autorités allemandes de l'époque, c'est-à-dire avec le nazisme. Ce sont d'abord plusieurs organisations juives essentiellement américaines qui sont récemment parvenues, après un demi-siècle de combats juridiques, à faire admettre quelques dures vérités. Le système financier suisse a souvent abusé, pendant et après la guerre, de la confiance de certains de ses clients juifs pourchassés qui cherchaient à mettre leurs biens en lieu sûr. Plus généralement, l'aide accordée par la Suisse à l'Allemagne nazie fut surtout financière et économique. Tout d'abord, la Suisse a fabriqué quantité d'armements pour la Wehrmacht, sous une forme directe ou indirecte, pièces de rechange et munitions. Elle a facilité l'implantation et le camouflage en sociétés suisses de grandes entreprises allemandes comme le géant de la chimie IG Farben, qui ont ainsi échappé au blocus allié. Elle a laissé ses banques servir de centrale d'achat et de clearing pour le commerce du Troisième Reich envers les pays neutres, et ce, sans aucune restriction. Les banques ont aussi accueilli en paiement, malgré les mises en garde alliées, de l'or allemand provenant du pillage des pays occupés par les nazis, voire, mais cela à leur insu, du dépouillement par les SS de victimes juives du génocide. Les services de renseignement allemands ont enfin pu utiliser le territoire suisse à peu près comme ils le voulaient pour leurs opérations. Plus directement encore, la Suisse a ouvert partiellement son territoire à partir de 1943 à l'armée allemande pour ses opérations en Italie. On comprend dans ces conditions que bien des responsables allemands aient convaincu le Führer de renoncer à ses plans d'annexion de la Suisse. On ne tue pas la poule aux œufs d'or. Plus personne en Suisse ne conteste guère ces faits, souvent établis de longue date. C'est leurs limites et leur interprétation qui demeurent objet de controverse. La Suisse aurait-elle été plus loin encore et aurait-elle, d'une certaine façon, collaboré au génocide juif? À cette question, il faut répondre non, sans hésiter. La Suisse n'a pris aucune mesure discriminatoire à l'encontre de sa propre population juive, il est vrai, peu nombreuse et peu influente. Elle a sans nul doute réprouvé les violences des nazis. Sa presse libre, lue par tous les émigrés d'Allemagne, a été parmi les premières à faire état des massacres de juifs à l'Est. Elle est demeurée la conscience de la presse de langue allemande longtemps après 1945. La Suisse n'a accepté à aucun moment, même lorsque les Allemands semblaient gagner sur tous les fronts, de se transformer en un État vassal du Troisième Reich. Les libertés fondamentales ont été maintenues. Tous les partis politiques, y compris le Parti communiste, sont demeurés légaux. On ne peut même pas comparer la situation à la France de Vichy.
En revanche, dans une proportion similaire à celle d'autres pays européens, la Suisse a connu ses dérapages antisémites et ses partisans actifs du fascisme. Soutenus par les sentiments xénophobes d'une bonne part de son opinion, surtout rurale, les autorités suisses ont ainsi fermé leurs frontières aux réfugiés d'Allemagne dès 1933, instauré pour ce faire des mesures discriminatoires envers les juifs allemands, refoulé enfin des clandestins venus de France entre 1941 et 1942, les exposant ainsi souvent à une mort certaine. Certains ont voulu aller plus loin. Le ministre de l'Intérieur, von Steiger, le chef de la police fédérale, Rothmund, qui entretenait d'étroits contacts avec les homologues de l'ASS, ou encore le Tessinois Giuseppe Motta, souvent président de la Confédération helvétique dans les années 30, étaient, eux, des sympathisants convaincus du fascisme. Ils admiraient, à la différence de leurs collègues, certains traits de l'idéologie nazie, même s'ils n'envisageaient ni ne connaissaient l'ampleur de la solution finale voulue par Hitler et les siens. Rien de tout cela n'est certes comparable aux crimes abominables commis par les nazis, mais il y a donc bien eu une série d'actes incontestablement favorables à l'Allemagne hitlérienne, sans pour autant que le pays ait basculé dans l'irréparable. Pourquoi la Suisse a-t-elle ainsi favorisé l'Allemagne ? Jusqu'en 1940, la Suisse a été en réalité discrètement favorable aux démocraties occidentales, la France notamment. Après cette date, la Suisse est désormais encerclée de tous côtés par les pays de l'Axe et la France de Vichy. Elle cherche alors à dévier la pression de l'Allemagne en collaborant sur le plan économique et financier avec son puissant voisin qui en échange lui assure le maintien de sa neutralité et de ses libertés. Après l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'Union soviétique, en juin 1941, et surtout après l'accumulation des défaites allemandes, une mutation de plus en plus claire se produit à nouveau. La Suisse, ses banques, ses industries accordent étonnamment une aide plus franche encore à une Allemagne en difficulté malgré les pressions anglo-américaines pour l'en empêcher. Tout se passe alors comme si la Suisse, qui avait craint un Hitler triomphant en 1940-41, venait au secours d'un Hitler chancelant après 1942. Cette évolution surprenante va évidemment à l'encontre de l'interprétation courante de l'attitude suisse par un simple opportunisme de survie. Pour comprendre ces choix, il faut revenir en arrière. En 1918, la Suisse, très affaiblie sur le plan économique par la Première Guerre mondiale, avait alors connu une grève générale quasi insurrectionnelle et une forte poussée de gauche. La bourgeoisie suisse en retira une peur obsessionnelle du danger communiste. Ce que beaucoup de dirigeants suisses auraient voulu, c'est sans doute un Hitler plus modéré, moins pan-germaniste, qui renonça à sa volonté annexionniste vis-à-vis d'eux et qui concentra ses énergies destructrices sur l'Union soviétique de Staline. C'est la raison fondamentale pour laquelle ils ont continué à aider une Allemagne déjà perdue, mais qui luttait encore contre l'avance du communisme en Europe, tout en appuyant discrètement les efforts de certains pour renverser Hitler au profit d'un régime militaire conservateur qui serait devenu l'allié des États-Unis et de l'Angleterre. Voilà pourquoi les dirigeants suisses ont pu concilier une indéniable sympathie pour les alliés occidentaux et une aide efficace pour éviter un effondrement trop rapide de l'Allemagne, surtout lorsque les perspectives d'une victoire de Hitler se furent éloignées. En quoi la Suisse a-t-elle aussi aidé les Alliés ? Sans aucun doute, les autorités suisses ont elles aussi laissé leur pays servir de plaque tournante à l'espionnage allié, anglo-américain essentiellement. Engagement plus net encore, le commandant en chef, le général Guisan, avait noué dès 1938 de discrets contacts avec l'état-major français pour défendre la Suisse en cas d'attaque allemande. Il défendra vigoureusement son espace aérien contre les intrusions de la Luftwaffe en mai-juin 1940. Enfin, la Suisse eut aussi ses héros et ses justes, tels que le commissaire de police Grüninger de Saint-Gall, qui fit passer clandestinement des centaines de réfugiés en lieu sûr, au péril de sa carrière. Mais pourquoi ces faits, souvent connus de longue date, reviennent-ils si tard sur le devant de la scène ? Après 1945, les États-Unis ont envisagé de faire pression sur la Suisse afin qu'elle restitue une partie des fonds en provenance de l'Allemagne nazie. Mais la guerre froide pointait déjà à l'horizon et fit prévaloir un autre point de vue. La Suisse devenait un allié fondamental dans la nouvelle lutte contre le communisme soviétique. On oublia donc les sanctions envisagées pour faire prévaloir une collaboration aussi peu neutre que la précédente.
Il n'est donc pas étonnant que la chute du mur de Berlin ait remis en marche la machine de l'histoire et contraint effectivement les Suisses à s'interroger sur leur comportement passé. Celui-ci a-t-il été pire que celui des autres Européens? Évidemment pas. La Suisse ne mérite pas d'excès de sévérité après avoir incarné quelques honneurs immérités. Il y a tout simplement des Suisses qui se sont comportés admirablement, d'autres qui se sont comportés honnêtement, d'autres encore qui se sont comportés médiocrement, et d'autres enfin qui se sont comportés abominablement. Très vraisemblablement dans les mêmes proportions que dans tous les autres pays européens. Mais c'est ainsi le mythe suisse de la petite Thébaïde démocratique, préservée et innocente au milieu d'un univers d'horreur, qui aujourd'hui en prend un coup, sans doute définitif. Après la France, avec le syndrome de Vichy, après l'Italie, après l'Angleterre qui examine enfin les actes des partisans de Munich et de l'apaisement des années 30, la Suisse, à son tour, ne peut se soustraire à l'examen critique de son histoire. Cet examen est salutaire. Il la réintègre après un demi-siècle de mythologie alpestre dans notre pauvre Europe, meurtrie mais vivante.